Pourquoi 27 vidéos viennent-elles d'être soudainement supprimées par BBC et France 24? Au centre du scandale, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Devenu l'homme à abattre après avoir dévoilé ce que l'Occident tente désespérément de cacher sur l'Afrique depuis des siècles. Manipulation médiatique, contrat secret, espionnage. Découvrez la vérité explosive que les puissances occidentales veulent étouffer à tout prix. La nuit était encore jeune à Ouagadougou, capitale poussiéreuse du Burkina Faso. Des millions de regards étaient rivés sur les écrans, attendant le discours tant annoncé du président Ibrahim Traoré. Mais, loin d'ici, dans les bureaux climatisés de Londres et Paris, une agitation inhabituelle venait de se déclencher en quelques minutes seulement. 27 vidéos traitant du Burkina Faso avaient été brutalement retirées des plateformes officielles de la BBC et France 24. Aucun avertissement, aucune explication. Sur Twitter et Reddit, les captures d'écran se multipliaient, suivies d'une vague de suspicion et d'indignation. L'information courait vite, quelque chose de gênant devait être caché. Quelque chose que ces chaînes ne voulaient surtout pas montrer au public occidental. Dans l'ombre, Ibrahim Traoré, le plus jeune président de l'histoire du pays, venait de toucher à quelque chose d'explosif, quelque chose que certains préféreraient voir disparaître à jamais. Mais, désormais, le monde voulait savoir, à 37 ans. Ibrahim Traoré venait de provoquer l'impensable. Debout face à la foule compacte rassemblée au cœur d'Ouagadougou, le jeune président avait choisi ses mots avec précision. Chaque phrase, directe et sans ambiguïté, était une flèche acérée, dirigée vers les géants médiatiques occidentaux. Depuis des décennies, CNN, France 24 et la BBC avaient dicté la façon dont le monde percevait l'Afrique, une terre de guerre, de famine, de maladie. Mais Ibrahim, avec la conviction implacable qui le caractérisait, venait d'exposer cette imposture au grand jour. La suppression brutale des 27 vidéos devenait soudain logique. Ibrahim avait mis à nu ce système subtil qui faisait des Africains les éternelles victimes d'un récit qu'ils ne contrôlaient jamais. Il savait parfaitement les conséquences possibles. S'attaquer à ce pouvoir médiatique, c'était risquer son image, son mandat, voire sa vie. Mais ce soir-là, face aux milliers d'yeux qui scrutaient ses moindres gestes, Ibrahim Traoré incarnait un nouveau visage de l'Afrique déterminée, conscient et prêt à payer le prix fort pour défendre la dignité de son peuple. Cette nuit-là, dans les foyers du Burkina Faso, chacun comprit une chose, le combat pour la vérité venait à peine de commencer. Ibrahim Traoré le savait mieux que personne, l'Afrique n'avait jamais été pauvre. Elle avait simplement été systématiquement pillée et mal racontée. Ce soir-là, devant les milliers d'habitants silencieux d'Ouagadougou, ses mots étaient incisifs, presque brûlants. Le jeune président dénonça calmement mais fermement cette réalité dérangeante. Le continent africain n'était jamais autorisé à se raconter lui-même. Les médias occidentaux, tels des marionnettistes invisibles, manipulaient sans cesse les récits. Ils présentaient toujours la même image réductrice. Douloureuse, l'Afrique des enfants affamés, des guerres sans fin, des maladies incurables. Mais ce soir-là, Ibrahim rappelait une vérité simple mais explosive. Derrière cette caricature imposée se cachait un continent résilient, créatif, qui se battait chaque jour pour sa dignité, en exposant cette vérité au grand jour. Ibrahim Traoré venait de lancer une invitation puissante à son peuple, reprendre le contrôle du récit.
reprendre le contrôle de leur propre histoire. Depuis toujours. Ce sont d'autres voix qui avaient raconté l'histoire de l'Afrique au reste du monde. La vérité, celle du terrain, était systématiquement filtrée par des objectifs éditoriaux lointains. À chaque crise en Afrique, la presse internationale ne choisissait qu'une seule couleur pour décrire le continent, le noir de la guerre, le gris de la pauvreté, le rouge du sang. Jamais l'or de ses richesses ou le vert de ses espoirs. Ibrahim Traoré, en dénonçant cette manipulation devant son peuple, avait mis le doigt sur une blessure profonde, car pendant que les caméras occidentales s'attardaient sur les misères, elles détournaient discrètement leur regard des réussites, des résistances et des intelligences africaines. Cette nuit-là, la question que tout le monde se posait devenait évidente qui, finalement, détenait le pouvoir de définir la réalité de tout un continent. La réponse à cette question allait changer l'avenir du Burkina Faso, et peut-être même de toute l'Afrique. Quelques jours seulement après le discours incendiaire d'Ibrahim Traoré, une nouvelle fuite explosive bouleversa les rédactions internationales. Un enregistrement clandestin avait fuité depuis le cœur même du siège de la BBC à Londres. Dans cette conversation privée, un rédacteur en chef expliquait sèchement à ses équipes comment traiter l'affaire Traoré. « N'oubliez pas, notre public ne veut pas voir un héros africain. Gardez Ibrahim comme un leader controversé. Extrémiste, ça fonctionne toujours mieux. » En quelques heures, l'enregistrement fit le tour des réseaux sociaux. Les réactions fusèrent immédiatement. Indignés, choqués, amers. Cette révélation confirmait exactement ce que Traoré dénonçait derrière. La prétendue objectivité médiatique se cachait une réalité brutale. Un langage subtil de domination. Un langage qui décidait précisément comment le monde devait percevoir l'Afrique. Au Burkina Faso, cette révélation agit comme une étincelle. Ibrahim Traoré, lui, observait calmement la tempête qu'il avait déclenchée, conscient qu'il venait de déchirer le voile d'une manipulation qui durait depuis trop longtemps. Cette fois, c'était clair pour tout le monde, la bataille pour la vérité allait être plus rude que jamais. L'enregistrement fuité depuis les bureaux de la BBC avait déclenché une prise de conscience collective, profonde et douloureuse. Pour la première fois, le public mondial réalisait à quel point le racisme pouvait être subtil, presque invisible, mais pourtant omniprésent, à travers un choix minutieux d'images et de mots. Les grands médias occidentaux avaient depuis longtemps sculpté un récit bien précis sur l'Afrique. Les clichés récurrents étaient toujours les mêmes visages affamés. Guerre interminable, souffrance sans espoir, jamais de victoire, jamais d'inventeur, rarement d'artiste. Chaque reportage, chaque photographie choisie racontait une histoire qui n'était jamais entièrement vraie. Ce récit avait transformé l'Afrique en un continent passif, condamné à l'assistance permanente de l'Occident, en exposant cette vérité. Ibrahim Traoré n'avait pas simplement dénoncé une injustice médiatique, il avait révélé le racisme institutionnalisé qui sous-tendait cette manipulation narrative. Désormais, il était clair chaque image diffusée. Chaque mot choisi était un acte politique. Ibrahim venait de rappeler au monde que derrière la prétendue neutralité journalistique se cachait toujours un pouvoir. Et ce pouvoir, l'Afrique était désormais déterminée à le reprendre. Des années auparavant, bien avant qu'il ne devienne président, Ibrahim Traoré n'était qu'un enfant du village de Kaya. Son père, Mamadou, travaillait dur dans l'obscurité étouffante d'une mine d'or exploitée par une entreprise étrangère.
Un matin d'avril, le silence fut rompu par un grondement sourd. Les parois de la mine venaient de s'effondrer, engloutissant brutalement Mamadou et plusieurs ouvriers. Le drame fut bref, mais le silence des autorités dura bien plus longtemps. Aucune enquête sérieuse ne fut jamais menée. Aucun journaliste international ne vint raconter cette histoire. Mamadou devint simplement un nom parmi tant d'autres. Oublié dans l'anonymat d'un accident industriel considéré comme insignifiant. Cette tragédie silencieuse marqua profondément le jeune Ibrahim. Il comprit très tôt une vérité cruelle dans ce monde. Certaines vies avaient moins de valeur que d'autres, surtout lorsqu'elles étaient africaines. Derrière chaque discours prononcé aujourd'hui par Ibrahim Traoré, derrière sa détermination à dénoncer les injustices et les silences complices, résonnait toujours l'écho sourd de ce matin tragique où son père avait été enterré sous la terre de Kaya. Dans l'indifférence totale du monde extérieur, après la mort tragique de Mamadou, le silence était devenu une compagne familière dans la modeste maison familiale à Kaya. Mariama, la mère d'Ibrahim, avait appris à vivre avec cette douleur étouffée. Elle connaissait trop bien l'injustice invisible qui enveloppait les familles comme la sienne. Un soir, alors que la lumière faiblissait, Mariama regarda son fils droit dans les yeux. Elle prononça une phrase qui resta gravée en Ibrahim pour toujours. « Si ton père avait été un homme blanc, mon fils, on lui aurait déjà construit une statue, mais personne ne pleure jamais les hommes comme nous. » Cette phrase avait résonné longtemps dans l'esprit du jeune Ibrahim. Elle était devenue un avertissement, presque une prophétie. Pour lui, cette réalité insupportable ne pouvait pas durer éternellement. À cet instant précis, Ibrahim comprit que s'il voulait changer le destin des siens, il devait d'abord briser cette malédiction du silence qui étouffait son peuple depuis trop longtemps. À partir de cette nuit-là, une colère silencieuse mais puissante grandit en Ibrahim Traoré. Ce n'était pas une colère aveugle ou destructrice, mais une colère lucide, déterminée, nourrie par la conscience aiguë de l'injustice. Chaque jour passé dans les ruelles poussiéreuses de Kaya rappelait au jeune Ibrahim combien la vie pouvait être injuste lorsqu'on était africain. Mais cette colère le rendait plus fort, plus résolu. Il comprit vite que pour changer le destin des siens, il fallait avant tout briser ce silence complice qui laissait tant de tragédies impunies. Ibrahim se promit alors de ne jamais oublier la souffrance silencieuse de sa mère, ni l'oubli cruel dans lequel était tombé son père. Il se jura de transformer cette colère en quelque chose de plus puissant, encore une voix claire, audible par tous, une voix qui porterait loin, jusqu'aux oreilles de ceux qui refusaient encore d'entendre. Ce jour-là, sans le savoir encore, Ibrahim Traoré venait de tracer la voie qui ferait de lui un président hors du commun, des années après la disparition de son père, devenu président. Ibrahim Traoré ne se doutait pas qu'une révélation allait bientôt secouer toute l'Afrique. Un document confidentiel venait d'être divulgué sur une plateforme en ligne. Son titre était évocateur, le « Projet Fer Noir ». Ce document explosif dévoilait un plan précis, élaboré par plusieurs multinationales et institutions financières européennes, visant à maintenir un contrôle discret mais total sur les ressources stratégiques de plusieurs pays africains, dont le Burkina Faso. Les détails étaient troublants: contrôle des médias locaux pour orienter l'opinion publique, prêts financiers toxiques destinés à maintenir les États africains sous dépendance économique permanente, accords d'exploitation minière secrets, signés dans l'ombre et sans le consentement réel des populations locales.
lorsque Ibrahim découvrit ce document. Il sentit immédiatement une rage froide l'envahir. Ce n'était plus seulement la mémoire de son père ou la douleur de sa mère qui brûlait en lui, mais la douleur de tout un continent manipulé, exploité, ignoré. Il réalisa alors la gravité de ce qu'il venait d'apprendre. Le combat ne serait pas facile. Il ne s'agissait pas seulement de dénoncer une injustice passée, mais bien de combattre un système puissant, invisible et profondément enraciné. Cette nuit-là, Ibrahim Traoré comprit une chose essentielle: ce combat allait être celui de sa vie, celui qui déterminerait l'avenir de millions d'Africains. Le scandale révélé par le projet Fer Noir prit une dimension encore plus sombre lorsque Ibrahim Traoré découvrit les détails d'un contrat particulièrement révoltant signé secrètement à Fada N'Gourma, à l'est du Burkina Faso. Ce contrat accordait à une multinationale française, Horizon, l'exploitation quasi exclusive d'une gigantesque mine d'uranium pour une période de 30 ans. La part des bénéfices revenant à la population locale était dérisoire, seulement 0,2%. Le plus grave était ailleurs. Le contrat avait été signé sans aucune consultation démocratique, sans débat parlementaire. Le signataire burkinabé, un haut responsable gouvernemental ayant étudié à Paris, semblait avoir privilégié ses intérêts personnels aux dépens du bien-être collectif. Ibrahim ressentit un écœurement profond. Cette exploitation cynique et arrogante des richesses africaines lui rappelait trop vivement le drame qui avait coûté la vie à son père. Pour lui, ce contrat était la preuve flagrante que l'ancien colonialisme n'avait jamais vraiment disparu. Il avait simplement changé de visage, devenu plus subtil, mais tout aussi cruel, face à cette injustice flagrante. Ibrahim Traoré prit immédiatement une décision ferme. Il allait dénoncer publiquement ce scandale, quels que soient les risques personnels encourus. Peu après ces révélations explosives concernant le contrat scandaleux de Fada N'Gourma, Ibrahim Traoré reçut discrètement une information confidentielle d'une source proche de son entourage. Un réseau d'espionnage international opérait activement sur le sol burkinabé, surveillant ses moindres déplacements. La menace était claire. Brutale s'il persistait à dénoncer publiquement les intérêts cachés de multinationales étrangères. Sa vie serait directement menacée. Ibrahim connaissait bien cette réalité. Son modèle politique, Thomas Sankara, avait lui-même payé de sa vie pour avoir osé défier ses puissances. Désormais, c'était à son tour de faire face à ce danger. Mais au lieu d'éprouver de la peur, Ibrahim ressentit une détermination renforcée. Cette menace signifiait simplement qu'il avait visé juste. Elle confirmait l'importance cruciale de ce combat, non seulement pour lui-même, mais pour tout son peuple. Cette nuit-là, Ibrahim prit une décision décisive. Il allait affronter directement ceux qui cherchaient à le faire taire, avec courage et sans compromis. Alors que la tension montait, Ibrahim Traoré apprit qu'une journaliste zimbabwéenne, Amara Moyo, venait d'être arrêtée à Bamako, au Mali. Son crime: détenir une vidéo inédite révélant la vérité cachée derrière l'assassinat historique de Thomas Sankara, leader emblématique du Burkina Faso. Pour Ibrahim, il n'y avait aucun doute, cette arrestation visait directement à étouffer une vérité explosive, capable de bouleverser l'ordre établi, malgré les avertissements répétés et les menaces grandissantes. Ibrahim ordonna immédiatement le lancement discret mais audacieux d'une opération secrète pour libérer Amara, baptisée Opération Éveil. Cette mission était risquée mais indispensable. Sous la couverture de l'obscurité, une petite équipe d'élite, composée d'hommes de confiance,
traversa la frontière malienne avec discrétion et rapidité. L'opération fut courte, intense, presque chirurgicale. Quelques heures plus tard, Amara était en sécurité, escorté discrètement vers Ouagadougou. Avec la libération d'Amara, Ibrahim venait d'envoyer un message clair à ses adversaires. La vérité ne serait plus jamais enterrée dans le silence ou la peur. Cette nuit-là, Ibrahim comprit une chose essentielle: ce combat pour la vérité était désormais irréversible. Et rien, ni personne, ne pourrait l'arrêter. Quelques jours après le sauvetage audacieux d'Amara, Ibrahim Traoré convoqua une réunion extraordinaire du gouvernement burkinabé, pour la première fois dans l'histoire récente du pays. Cette séance serait diffusée en direct à la télévision nationale et relayée sur toutes les plateformes sociales. Devant les caméras, Ibrahim, calme mais déterminé, révéla en détail le scandale du contrat de Fada N'Gourma. Face à lui, le ministre responsable tentait en vain de dissimuler son embarras, avec une précision chirurgicale. Ibrahim exposa les preuves irréfutables de cette trahison signature secrète. Pote de vin, bénéfice détourné au détriment du peuple. Il posa alors une question incisive, simple, mais puissante. Monsieur le ministre, pour qui avez-vous signé ce contrat? Pour les Burkinabés, ou pour ceux qui pensent encore que nous ne méritons pas mieux que des miettes? La salle resta figée, silencieuse. Dans tout le Burkina Faso, des millions de citoyens regardaient, stupéfaits, ce moment historique à travers leurs écrans. En quelques secondes, les réseaux sociaux explosèrent de commentaires, d'indignation et de soutien envers Ibrahim Traoré. Cette nuit-là, le président avait franchi une ligne décisive. Il venait non seulement d'exposer une vérité dérangeante, mais aussi de prouver à tout un peuple qu'il existait enfin un dirigeant prêt à se battre ouvertement pour sa dignité et son avenir, après avoir exposé publiquement la trahison du ministre devant tout le pays. Ibrahim Traoré ordonna la diffusion d'une vidéo qui allait bouleverser la mémoire collective du Burkina Faso. Cette vidéo, précieusement protégée par Amara, montrait Thomas Sankara quelques jours seulement avant son assassinat, d'une voix ferme. Sankara y dénonçait explicitement ceux qu'il appelait les ennemis internes, ces dirigeants africains complices de puissances étrangères, qui sacrifiaient sans scrupule l'avenir de leur peuple. La diffusion de cette vidéo résonna comme un coup de tonnerre dans tout le pays. Elle rappelait douloureusement aux Burkinabés que le combat de Sankara n'était jamais terminé et que son message restait cruellement d'actualité. Ibrahim, conscient de l'émotion profonde que ce moment historique provoquait, déclara simplement, mais avec une conviction absolue: nous n'avons plus besoin que d'autres racontent notre histoire à notre place. À partir d'aujourd'hui, c'est nous qui dirons au monde qui nous sommes, ce que nous valons et ce à quoi nous aspirons. Cette nuit-là, une page importante venait d'être tournée. Le Burkina Faso reprenait enfin le contrôle de son récit, de son identité et de sa destinée, suite à la révélation historique des images inédites de Thomas Sankara. Ibrahim Traoré décida d'agir immédiatement, avec fermeté et clarté, dès le lendemain. Une annonce sans précédent fut faite sur les chaînes nationales du Burkina Faso. La diffusion de France 24 et d'autres médias internationaux accusés de manipulation serait définitivement interrompue. Cette décision, audacieuse et controversée, envoyait un message clair au reste du monde: le Burkina Faso refusait désormais d'être passivement spectateur de son propre destin. Ibrahim ne se contenta pas de couper les canaux jugés néfastes. Dans le même temps, il annonça la création d'une nouvelle chaîne nationale. Éveil TV
dirigé entièrement par de jeunes talents locaux issus des universités de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. La nouvelle chaîne, baptisée symboliquement Éveil, aurait une mission précise, raconter l'histoire authentique du pays, mettre en lumière ses réussites, ses luttes, ses héros ordinaires et extraordinaires, à travers cette initiative. Ibrahim venait de lancer un défi puissant aux récits étrangers qui, pendant trop longtemps, avaient façonné l'image de son pays. Désormais, le Burkina Faso ne laisserait plus personne d'autre écrire son avenir. La décision audacieuse d'Ibrahim Traoré déclencha une onde de choc immédiate, non seulement au Burkina Faso, mais sur l'ensemble du continent africain. En quelques heures, les réseaux sociaux furent submergés par un mouvement massif porté par une jeunesse déterminée et inspirée. Un hashtag émergea rapidement, devenant viral à travers les écrans de Dakar à Nairobi, de Kinshasa à Accra. Africa Reclaims. Ce mot d'ordre simple exprimait une prise de conscience collective sans précédent. Des milliers de jeunes Africains prirent spontanément la parole sur TikTok, Instagram et Twitter pour raconter leurs véritables histoires. Loin des clichés habituels, ils partageaient fièrement les réalisations méconnues de leur pays, les réussites de leur communauté, les héros oubliés de leur quotidien. En quelques jours seulement. Ce hashtag devint un symbole puissant de résistance culturelle et médiatique face à la domination narrative occidentale. Ibrahim observait attentivement ce phénomène, comprenant qu'il venait de libérer une énergie longtemps contenue. Ce n'était plus seulement le combat d'un homme ou d'un pays, c'était désormais une génération entière qui revendiquait le droit de raconter son histoire, avec authenticité et dignité. Rapidement, les réseaux sociaux se transformèrent en un véritable champ de bataille idéologique et médiatique. TikTok, Twitter, Instagram Reels. Toutes ces plateformes, habituellement réservées au divertissement léger, étaient devenues le théâtre d'une confrontation sans précédent. Les jeunes Africains y diffusaient massivement des vidéos dénonçant les mensonges historiques, exposant avec force les vérités longtemps ignorées ou cachées. Chaque témoignage, chaque récit personnel, chaque vérité partagée devenait une arme puissante contre les récits manipulés venus d'ailleurs. Des étudiants sénégalais remettaient en question les récits colonialistes enseignés dans leurs manuels scolaires. Des artistes kenyans utilisaient leur talent pour déconstruire les clichés racistes. Des militants nigérians diffusaient massivement les preuves de la manipulation médiatique internationale. Face à cette vague incontrôlable, les plateformes occidentales se retrouvèrent débordées, incapables de gérer l'ampleur de ce mouvement inédit. Pour Ibrahim Traoré, c'était une confirmation éclatante en rendant leur voix aux Africains. Il venait de libérer une énergie inépuisable, capable de changer profondément les perceptions mondiales. Le combat pour la vérité n'était plus seulement politique ou national, il venait de prendre une ampleur générationnelle, mondiale et irréversible, face à l'ampleur inattendue du mouvement That Africa Reclaims, les médias internationaux, autrefois 6 sur 2, semblaient totalement dépassés. Une certaine confusion régnait désormais dans les rédactions de Londres, Paris ou Washington. Habitués à contrôler le récit sur l'Afrique, ils assistaient impuissants à une réalité nouvelle, une jeunesse africaine autonome, éveillée, revendiquant fermement le droit de raconter sa propre histoire. Rapidement, ces médias réagirent par la stratégie du silence ou de la censure. Les commentaires sous les vidéos des grandes chaînes furent désactivés. Des centaines de publications furent supprimées.
Des comptes influents furent même temporairement suspendus sous prétexte de violation des politiques internes. Mais cette tentative maladroite d'étouffer la vérité produisit exactement l'effet inverse. Les captures d'écran des censures devinrent virales, renforçant davantage la crédibilité d'Ibrahim Traoré et de ses soutiens. Pour Ibrahim, ses réactions paniquées étaient une preuve irréfutable qu'il avait visé juste. Le masque venait définitivement de tomber. Le monde observait désormais clairement comment les puissances établies réagissaient face à une Afrique déterminée à reprendre en main son propre destin, quelques semaines après l'explosion médiatique et la bataille acharnée contre la désinformation. Ibrahim Traoré retourna discrètement dans son village natal. Kaya, loin des caméras et des projecteurs internationaux. Il voulait retrouver l'endroit où son histoire avait commencé. L'école primaire, modeste et poussiéreuse, semblait figée dans le temps. Ibrahim entra lentement dans la classe où, autrefois, il s'était assis, écoutant attentivement ses enseignants lui parler du monde extérieur, de justice et de liberté. Face à lui, une vingtaine d'enfants curieux l'observaient avec admiration. À cet instant précis, Ibrahim sentit une émotion intense l'envahir. Il comprit alors que tout ce qu'il avait vécu, chaque décision prise, chaque bataille menée, trouvait son sens le plus profond ici, dans cette simple salle de classe. C'était ici qu'il avait appris à rêver d'un avenir différent, d'un avenir où personne ne déciderait plus jamais du destin de l'Afrique à la place des Africains eux-mêmes. Dans le silence respectueux qui régnait désormais dans la petite salle de classe, un jeune garçon leva timidement la main. Ses yeux brillaient d'une curiosité mêlée d'espoir. Ibrahim lui fit signe de parler. La voix de l'enfant était douce, presque hésitante, mais sa question résonna profondément dans l'âme de chaque personne présente. « Monsieur, est-ce qu'un Africain peut vraiment devenir un héros? » La sincérité pure de cette interrogation frappa Ibrahim de plein fouet. Il voyait clairement à travers ces mots innocents le poids lourd du doute que l'histoire avait imposé aux générations précédentes. Devant cette question si simple et pourtant si lourde de sens, Ibrahim ressentit une émotion profonde traverser son corps. Lentement, il s'approcha de l'enfant et s'accroupit à sa hauteur, regardant droit dans ses yeux brillants d'attente, avec une voix calme et rassurante. Ibrahim répondit, « Personne ne nous donnera jamais le rôle principal dans l'histoire. C'est à nous-mêmes de l'écrire. » Il prit doucement la petite main de l'enfant dans la sienne, serrant légèrement pour transmettre toute la force et l'espoir que contenaient ces mots. Ce geste symbolique fut gravé profondément dans l'esprit des témoins présents, dans cette salle modeste, sur cette terre rougeâtre de Kaya. Ibrahim venait de prononcer une promesse silencieuse mais puissante, une promesse que ses enfants, cette génération nouvelle, avaient désormais le pouvoir et la responsabilité de façonner leur propre destin. À cet instant précis, le silence qui suivit fut plus éloquent que 1000 discours. C'était un silence rempli d'espoir, de confiance et d'une certitude nouvelle désormais. Le Burkina Faso, l'Afrique tout entière, avaient repris en main leur propre histoire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres contenus passionnants sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour d'autres histoires inspirantes de développement personnel et d'autonomisation.